I'm going to open up the room. Perfect. All right, everybody, we're going to open up the room. If our tech folks can please invite everybody in, that would be amazing. Welcome, everyone. Bonjour à tous et toutes. Donc, prenez le temps de vous joindre à nous, installez-vous confortablement. Vous pouvez prendre le temps de vous renommer pour indiquer le territoire d'où vous vous joignez et vos pronoms. Vous êtes les bienvenus à noter votre organisation aussi. Et si vous ne voulez pas noter votre langue de préférence dans votre nom, il n'y a pas de problème. Veuillez vous renommer à votre nom, votre pronom, votre organisation et si vous voulez votre langue aussi. A reminder as well that this event will be interpreted. Pour le rappel, il y a un service d'interprétation simultané vers le français et l'anglais aujourd'hui. Donc, si vous voulez choisir votre langue de préférence grâce au service d'interprétation, il suffit de cliquer sur l'emoji qui indique le service d'interprétation au bas de votre écran. Donc, il suffit de choisir votre langue de préférence. My brain was in English. Alors, vous pouvez accéder au service d'interprétation juste pour aller parler juste au bas de votre écran. Il y a un petit icône d'une globe avec interprétation écrit. Vous pouvez choisir français pour accéder à notre présentation en français aussi. Excellent. Alors, on va prendre 2 minutes de plus puisque tout le monde peut nous rejoindre. We're just going to give another minute or two so everybody On va juste prendre quelques instants pour laisser à tous et toutes le temps de se joindre à nous. Awesome. Super. Merci. Donc, je crois qu'on a fait le tour des petites directives pour la tenue de notre séance aujourd'hui. Pour le rappel, la présentation d'aujourd'hui est aussi enregistrée. Je suis sûre que vous avez vu le petit rappel lorsque vous êtes rentré dans la salle. Vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra, mais si c'est quelque chose qui vous tente, on aime toujours voir vos jolis minois lorsqu'on peut. Donc, c'est un peu comme une heure de midi d'apprentissage ici. C'est l'heure du déjeuner. Il y a même des gens ici qui sont plus comme en après-midi. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des collations et grignoter pendant la rencontre. Vos besoins sont tous importants. Super. Prochaine diapo. Donc, alors qu'on commence, j'aimerais vous parler un peu de moi-même et du territoire où j'habite. Donc, bonjour, ici Rachel Levy, j'utilise le pronom elle et je suis directrice du programme Activer le changement. Je viens originellement du territoire qu'on connaît sous le nom Tiohtià:ke, le nom colonial de Montréal, mais en ce moment, j'habite sur les territoires des Snamis et des nations Squamish, qui aussi est connu sous le nom colonial de Victoria. J'ai eu l'honneur de coordonner une équipe incroyable qui est située de côte à côte du Canada et je vous invite également à reconnaître les territoires sur lesquels vous vous tenez, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Nous avons envoyé un message dans le boîte de clavardage avec un lien vers nativeland.ca où cette information sur les territoires autochtones partout sur l'île de la Tortue sont concentrées. N'hésitez pas non plus à nous partager des faits intéressants sur votre personnalité et les raisons qui vous amènent ici aujourd'hui. Donc, merci. Prochaine diapo. Donc, maintenant, quelques mots sur le programme Activer le changement. Il s'agit d'une initiative sur 5 ans financée par Affaires mondiale Canada. Donc, nous en sommes à notre 5e année maintenant, ce qui est vraiment excitant. Et il s'agit maintenant de notre 4e rapport que nous lançons aujourd'hui ici. Donc, on vise à accroître l'efficacité des petites et moyennes organisations, donc les PMO canadiennes. Le programme Activer le changement offre des occasions d'apprentissage et de partage et les résultats principaux sont le développement durable en appui à la politique d'aide internationale féministe et aux objectifs de développement durable des Nations unies, spécifiquement auprès des jeunes. Je veux aussi vous partager que cette initiative est située, en fait, est lancée par
le Conseil régional de la coopération internationale de l'Alberta, mais nous avons des filiales dans nos organisations sœurs partout sur le territoire. Donc, nous sommes très reconnaissantes à nos partenaires qui nous ont aidés à mener cette initiative et nous l'espérons nous diriger ensemble vers la création d'un environnement favorable pour les PMO à continuer de faire ce type de recherche sociale. Donc, maintenant, quelques éléments à retenir. Ce webinaire sera enregistré. Merci de garder vos microphones en sourdine en tout temps. Si vous voulez vous exprimer, qu'on a le temps pour une séance de questions-réponses, vous pouvez utiliser l'emoji lever la main. Et tout au cours de la séance, si vous pouviez, s'il vous plaît, utiliser la boîte de clavardage pour partager vos questions et commentaires. Nous allons tenter de répondre à toutes vos questions, mais nous avons aussi une autre fonction. En fait, je crois que nous pourrons vous en parler à la prochaine diapo ou est-ce qu'on pourra vous parler d'autres méthodes d'interaction. Donc voilà, pendant le webinaire, peut-être aurez-vous remarqué dans votre invitation à ce webinaire, nous avons utilisé un outil de tableau collaboratif où nous avons demandé que les gens répondent à quelques questions clés qui pourront guider notre conversation aujourd'hui. Vos réponses ont été partagées avec nos présentatrices et présentateurs aujourd'hui. Compte tenu du manque de temps ou en fait du temps limité que nous avons ensemble aujourd'hui, nous voulions nous assurer de pouvoir capturer la façon dont vous interagissez avec notre contenu pour pouvoir apprendre de votre expérience d'apprentissage. Donc, nous avons 3 questions clés que nous allons vous poser pendant la séance qui sera inspirée des 3 réponses, des 3 questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, les questions seront les suivantes. En quoi le rapport PMO reflète-t-il les expériences de votre organisation? Avez-vous des ressources que vous aimeriez partager avec vos collègues sur ce sujet? Donc, vous pourrez envoyer des liens directement dans vos réponses. Et on aimerait aussi vous entendre parler de vos idées d'action constructive pour soutenir un environnement favorable au PMO. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et juste pour le petit rappel, je remarque que dans le chat, il y a des gens qui doivent déjà partir. Il n'y a pas de problème. Ce webinaire est enregistré. Vous serez en mesure donc de le suivre plus tard. Vous aurez un lien vers notre site web qui vous amènera au lien de diffusion de cet événement. Maintenant, avant de passer la parole à notre magnifique équipe de recherche. Je veux vous présenter toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons notre équipe au soutien technique, Nico et John, qui, je crois, sont nommés ici comme recording français, enregistrement français, enregistrement anglais. En fait, non, je vois bien qu'ils sont ici sous leur vrai nom. En fait, juste un énorme remerciement à John et Nico pour leur soutien technique lors de cet événement. J'aimerais aussi vous parler de 2 des personnes avec qui j'ai pu travailler en proximité au cours de cette année. Donc, Andrew Dix, qui est doctorante à l'Université royale de Terre-Neuve et du Labrador, et Andrea est co-directrice d'un institut dans les recherches en sciences sociales et elle est aussi professeure à l'Université de Guelph. Et très brièvement, je veux aussi vous présenter nos 2 présentatrices, Jen Rubley, qui est directrice des recherches pour Femmes internationales, et Denis Côté est analyste des politiques avec ACOSI, qui est l'un de nos partenaires d'implantation de ce projet. Et Ian Pringle est directeur de la programmation à Radio International. Et donc, ils nous ont accompagnés de A à Z dans l'ensemble de ce projet. Donc, chacune de ces personnes pourront vous partager des perspectives très intéressantes sur ce processus. Ceci étant dit, je vais aussi vous partager que nos diapos vont maintenant changer. Donc, vous pourrez avoir accès au contenu dans la langue de votre choix. Donc, si vous aimeriez voir la diapo dans une autre langue, il suffit de prendre votre souris, de l'amener juste en haut de votre écran. Donc, si vous allez voir les options de visionnement View, vous pouvez cliquer et choisir un autre écran de partage. Donc, cet autre écran s'appelle Présentation en français. Donc, si vous aimeriez avoir accès à la présentation diapo en français, il suffit de sélectionner cette option et vous verrez l'ensemble de la présentation en français. Donc, Nicolas, c'est son écran qui sera en anglais. Donc, si vous voulez choisir de suivre la présentation en anglais, alors c'est le partage d'écran de Nico et c'est John qui pourra vous donner la présentation en
en français. Donc, merci de choisir la diapo dans votre langue de votre choix maintenant. Et maintenant, Andrea. Oui, bonjour. Ici Andrea Perez. J'utilise le pronom elle. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui à partir des territoires en social des Mississauga du Crédit. Je travaille à l'Université de Guelph, qui est située sur les territoires entre les deux lacs, qui est connu sous le nom du territoire du traité 3, qui a été négocié en 1784, 94. Mais avant ce traité, il y avait déjà un traité existant, le Dish with One Spoon Treaty entre les Haudenosaunee et les Anishinaabe, qui s'étaient entendus pour vivre dans la paix. Et au cours des années, de nouveaux colonisateurs ont été intégrés à ces relations réciproques. Le traité de Dish with One Spoon exige que les personnes qui habitent sur le territoire prennent responsabilité pour la protection et le maintien de la terre et de nos relations pacifiques. C'est dans cet esprit que je me présente à vous aujourd'hui. Je voulais toucher brièvement au contexte de cette recherche avant de passer la parole à Heather. Tout d'abord, j'aimerais profondément remercier l'équipe d'Activer le changement avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration depuis maintenant 2 ans. Et j'ai spécifiquement travaillé en grande collaboration avec Rachel au cours de la dernière année. Donc, ça fait 1 an qu'elle est coordonnatrice du programme et ça a été une expérience magnifique. Merci pour votre grand talent d'organisation, Rachel. J'aimerais aussi remercier les membres du comité d'études sur les PMO canadiennes. Il y a des personnes incroyables partout dans le pays qui ont donné de leur temps et de leur expertise pour nous donner de l'aide et des conseils tout au long de ce programme et de cette initiative. Donc, merci pour votre contribution très précieuse. J'aimerais aussi remercier tous nos participants, participantes à la recherche qui ont répondu à nos sondages depuis les 3 dernières années. Ce rapport d'étude se fonde sur un sondage qui a été mené auprès de 91 personnes l'an passé et il y a 18 personnes qui ont participé à mener les entrevues de recherche. Donc, nous ne prenons pas ce travail pour acquis. Ce travail n'aurait jamais pu être possible sans chacune de ces contributions. Maintenant, quelques mots sur ce rapport de recherche. J'ai coordonné cette équipe. Dans les 3 dernières années, nous avons commencé la recherche au mois de mai 2020 pour réfléchir aux impacts de la pandémie sur les PMO et le domaine de la solidarité internationale canadienne. En 2021, nous avons eu la grande chance de recevoir 2 ans de financement du Conseil canadien sur les sciences sociales et la recherche sociale. Donc, nous avons pu amener des résultats concrets à notre recherche dû à ce financement. Au cours des dernières années, nous avons eu l'occasion d'établir des partenariats avec le programme Activer le changement. Nous avons produit leur rapport PMO 2021 sur les impacts de la pandémie sur les stratégies d'adaptation et de résilience des PMO canadiennes. Et l'an passé, nous avons produit le rapport 2022 sur les apprentissages des PMO pendant la pandémie. Et donc, après avoir conduit 2 ans de recherche et de réflexion sur les impacts de la pandémie et les apprentissages reliés, ce qui, je crois, a été une expérience très productive et intéressante. Dès l'automne passé, nous avons commencé à demander à notre communauté conseil où nous devrions investir nos énergies, quels sont les thèmes prioritaires, est-ce que nous devrions continuer d'apprendre les leçons de la pandémie ou y a-t-il d'autres sujets qui sont importants avec lesquels nous devons composer. Et donc, au début de l'an 2022, nous avons rencontré le conseil et on a obtenu des conseils pour pouvoir continuer nos recherches sur un projet qui, finalement, s'attarderait à ce qui constitue un environnement favorable pour les PMO canadiennes, qu'est-ce qui facilite leur travail et qu'est-ce qui, au contraire, le limite. Donc, c'était le but du projet que nous vous présenterons aujourd'hui. Mais maintenant, avant de passer la parole à ma collègue Heather, j'aimerais aussi reconnaître que ça a été un grand travail d'équipe. Heather Dix, qui vous dira quelques mots dans un instant, a été une actrice clé de cette équipe. Elle est aussi la rédactrice en chef de ce rapport et donc tous les mots que vous lirez viennent de son cru.
Elle a fait un super travail. Ça a été vraiment fantastique de travailler avec elle. Nous avons aussi eu d'autres personnes qui ont collaboré au projet et qui ont été absolument cruciaux. John Michael Davis, qui est ici dans le webinaire, qui est professeur assistant à l'école polytechnique de Boston, pardon. Craig Johnson est professeur à l'Université de Guelph et il est aussi ici pendant la salle. Et nous avons aussi obtenu le service, en fait, le soutien de nos étudiants et étudiantes à Guelph aussi. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Heather qui pourra vous parler un peu du projet de recherche en soi. Merci beaucoup. Un grand merci, Andrea. C'était vraiment une très gentille présentation. Comme Andrea le mentionnait, mon nom est Heather Dix. Je suis située sur l'île de Newfoundland, Uptown Cook, pour nos amis Mi'kmaq. Nous sommes sur les territoires traditionnels des Mi'kmaq et au nord, Labrador, c'est des territoires inuits. Donc, c'est un grand plaisir de travailler avec cette équipe à l'émission de ce rapport. J'ai eu le grand plaisir de travailler au cours des dernières années à l'élaboration de ce type de recherche. Je suis d'accord avec ce que Andrea disait. Les personnes que nous avons interviewées, les personnes qui ont participé au sondage, nous avons été très, très reconnaissantes pour le temps que vous nous avez donné, pour le partage de vos expériences, perspectives et vos idées. Donc, vraiment, un énorme remerciement à tout le monde qui a participé. Comme vous le savez, le sujet de ce rapport est qu'est-ce qui permet un environnement favorisant pour les PMO canadiennes. Et pour commencer, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Je vais vous présenter un peu la source de ces données. Donc, nous avons trois sources principales. La première chose que nous avons faite pour essayer de répondre à nos questions, c'est de lancer un sondage. L'an passé, autour du 10 octobre, nous avons obtenu 91 réponses. Nous avons fait un suivi avec 17 entrevues dirigées où des représentantes des PMO, de conseils régionaux et d'autres organisations parapluies de OGM, d'organisations à but non lucratif qui ont été mobilisés pour essayer de dresser un portrait de la situation canadienne. Mais nous avons aussi cru qu'il serait pertinent d'essayer de mieux comprendre quels étaient les facteurs favorisants à l'extérieur du Canada. Et donc, nous avons parlé à des experts aux États-Unis, aux Netherlands, en Hollande, donc, et nous avons pu étudier donc des facteurs similaires qui contribuaient à un environnement favorisant donc dans les Flandres, en France et dans d'autres pays du monde. Donc, les thématiques clés que nous avons identifiées suite à cette recherche s'attardent aux thématiques du financement, des cadres de régulation et de politique, la collaboration, l'innovation, l'engagement du public. Donc, ça, c'était les 4 premières choses associées à l'environnement favorisant, mais nous avons aussi découvert qu'il y avait de grandes différences en matière d'expérience auprès des PMO, dépendamment de différentes structures, de leur mode d'organisation. Et l'une des choses que nous avons trouvées importantes, c'est de noter qu'il y a des différences avec l'affiliation de principe et la grandeur de la PMO en question. Donc, il y a vraiment de nombreuses réalités variées parmi le monde des PMO et nous avons voulu inclure ça au rapport. Donc, maintenant, la prochaine diapo, attardons-nous à chacun de ces items. Donc, déjà, parlons de financement. Bien sûr, c'est un sujet crucial pour de nombreuses organisations. Ce n'est pas une surprise que ça devienne, que ça surgisse comme un élément important. La première chose dont nous avons parlé, c'est les sources de financement fédéral. Donc, ce que les personnes nous disaient, en fait, c'est que premièrement, le fait que le Canada ait des sources de financement spécifiques au PMO, c'est très, très positif. Ça a été très bénéficiel à toutes les PMO du pays. Ça n'existe pas nécessairement dans tous les autres pays. Et donc, nous avons vu ça comme étant une avancée très favorable. Et de l'autre côté, désolé, mon chat aussi veut présenter avec moi, il y a des choses à dire.
Mais d'un autre côté, même si ce type de financement fédéral attribué aux PMO, c'est très favorisant, il y a quand même des contraintes et des défis associés à ce type de financement. Et donc, parmi les choses qui ont été soulevées par les personnes, c'est que les financements sont souvent à court terme, imprévisibles et inflexibles. Donc, c'est vraiment basé sur du cas par cas, de projet à projet, dépendamment des priorités du gouvernement. Et donc, ça, c'est un enjeu problématique. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport à la lourdeur des processus, aux restrictions qui sont incluses dans ces processus. Donc, premièrement, le processus d'émission de propositions, c'est très complexe, beaucoup de demandes de rapports et de longues périodes d'attente entre le moment où on soumet la demande et le moment où on obtient le financement. Tous ces éléments ont été vus comme étant des obstacles importants, spécifiquement pour les plus petites PMO qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources de traverser chacune de ces obstacles. Une autre contrainte, c'est le manque de financement par appui. Donc, ça a été beaucoup mentionné. Et ce n'est pas juste le financement fédéral qui est mentionné. Il semble y avoir cette idée parmi tous les bailleurs de fonds que le financement général ou par appui, c'est en fait secondaire au type de financement collaboratif. Donc, en fait, ça a un impact de réduire le type de bourses qui sont disponibles et ça a un gros impact parce que ça peut nous aider à obtenir plus de ressources humaines, avoir plus de ressources pour nous aider à obtenir nos objectifs et à mettre en plan notre projet. Donc, c'est un gros projet, c'est un gros problème. Les interviewees nous ont aussi parlé du gouvernement provincial, spécifiquement au Québec et au Manitoba, où est-ce qu'on a du financement spécifique provincial. C'est vu comme étant un facteur très positif. Mais dans ce contexte, le Québec s'est vraiment démarqué. Ils ont été mentionnés en termes vraiment positifs, spécifiquement au niveau du financement réfléchi et au processus moins restreignant, contraignants qui sont mis en place pour pouvoir aider à financer le secteur. Et donc, là, on parle du gouvernement, mais pour de nombreuses des PMO canadiennes, le financement gouvernemental n'est pas accessible. Et donc, beaucoup de nos conversations se sont aussi centrées sur le secteur philanthropique plus large du Canada, ce qui est la source de beaucoup de financement pour beaucoup de PMO au Canada. Et donc, à ce sujet, les organisations ont mentionné que c'était un tout petit bassin au Canada où il y avait beaucoup de compétition entre les PMO et les plus grandes organisations qui cherchent toutes à obtenir plus de financement. Et en plus de cela, il y a aussi le fait que les bailleurs de fonds au Canada ont envie de donner davantage aux causes locales qu'à l'international. Ils ont plus envie de financer des programmes de petit déjeuner où est-ce qu'on peut voir les impacts concrets de chaque projet. Et donc, les organisations ont commenté qu'ils ont donc adopté une structure double où est-ce qu'il y a un financement à la maison et un financement à l'international, ce qui leur permet donc d'obtenir du financement à partir de différentes sources. C'est quelque chose à tenir en tête. Et ça semble être plus efficace que de simplement se mobiliser à l'international pour les sources de financement. Les résultats de nos entrevues ont confirmé ce que le sondage nous avait indiqué. Et donc, ici, on a demandé aux personnes qui ont répondu au sondage s'ils étaient d'accord avec l'énoncé suivant. Il y a une grande variété de sources de financement accessibles à mon organisation. Une large majorité, 2 tiers, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cet énoncé. Donc, c'est assez dommage. Prochaine diapo. Et maintenant, les cadres régulation et de politique. La première chose à identifier ici, c'est qu'il avait été mentionné par les organisations que la première chose qui vient en tête lorsqu'on parle de politique, il s'agit d'une question d'accès au gouvernement. Les PMO ont besoin de pouvoir interagir efficacement avec le gouvernement de manière à être pris en compte dans l'élaboration des politiques. Et lorsqu'on parle du Canada, la situation est assez favorable. Le gouvernement fait quand même un effort décent pour créer des espaces pour laisser aux PMO l'occasion de défendre leurs intérêts, de consulter avec les décideurs. Et bien sûr, il semble que le Canada, en tant que pays, reconnaît l'impact positif des PMO dans
dans le paysage canadien. Cela dit, ça peut quand même être demandant pour que les PMO arrivent à interagir avec le gouvernement, les consultations, les programmes de défense des droits et des intérêts. Chacune de ces projets demande en fait beaucoup de temps, d'énergie, de ressources et nous sommes toujours en manque de ces choses dans le monde des PMO et donc des fois, il y a des défis lorsqu'on tente d'interagir avec ces espaces. L'un des bénéfices qui est ressorti de la COVID, selon nos répondants, c'est que Affaires mondiales Canada a fait une transition virtuelle, ce qui a été très, très bénéfique. Et maintenant, parlons plutôt des cadres de politique. Les répondantes ont identifié des défis majeurs. Le premier étant, sans grande surprise, le besoin de direction et de contrôle des mesures de taxation. En fait, suivre ces politiques, ça veut dire qu'on concentre beaucoup de contrôle ici au Canada. Et ça peut être assez contraire à ce que de nombreuses PMO tentent de faire en matière de mobilisation locale, ce qui est en fait de redonner plus de financement et de contrôle dans les mains des partenaires locaux. Et donc, de fait de balancer ces principes avec des réalités où est-ce que c'est les PMO canadiennes qui ont le plus de contrôle sur le financement et sur les politiques, alors ça cause des frictions. Bien sûr, il y a des conversations à y avoir sur le sujet qui sont déjà entamées et qui représentent un défi. De façon plus générale, il y avait de la confusion autour des diverses règles et politiques canadiennes et ce qui a été toujours mentionné, c'est la peur d'avoir une vérification générale pour les personnes qui n'ont jamais vécu cet exercice-là. Il y avait beaucoup de peur et ce n'est pas parce qu'il y a des activités frauduleuses, c'est juste que ça demande énormément de travail de se faire une vérification générale et les personnes qui ont subi une vérification générale ont souvent mentionné des récits cauchemars. Donc, des fois, les PMO, ce n'est que des petites organisations basées sur du travail bénévole et donc une plus grande organisation pourrait ne pas trouver ça trop difficile d'embaucher une consultant pour pouvoir présenter les rapports à soumettre à une vérification générale. Mais pour une petite organisation basée sur des bénévoles, ça peut faire un frein à l'ensemble des activités parce que l'ensemble de l'équipe doit se mobiliser pour pouvoir organiser la vérification générale. Donc, d'un aspect plus positif, et vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. L'un des bénéfices des cadres de régulation et de politique qui ont été mentionnés dans les sondages et les entrevues, c'est que les processus au Canada pour l'obtention et le maintien du statut charitable a été vu comme étant très transparent et raisonnable. Comme vous pouvez voir, 75 des répondants et répondantes des PMO étaient d'accord avec l'énoncé qui disait que c'était transparent et raisonnable. Et les autres organisations ont tous mentionné que le fait de pouvoir donner des reçus sans taxe, c'était un grand bénéfice pour l'organisation en tant que pour l'ensemble de l'organisation. Et maintenant, parlons de collaboration et d'innovation. Tout premièrement, lorsqu'on parle de collaboration, les organisations, eh bien, les répondants ont mentionné que oui, la collaboration, c'est très important. Les partenariats, l'apprentissage commun, c'est un aspect très important. Cela dit, le faire collaborer pour collaborer, ça ne vaut pas la peine. C'est important qu'un partenariat soit équitable et axé sur une vision commune. Et donc, cela doit être au cœur de toute entreprise collaborative ou partenariale. À ce sujet, on a identifié que des organisations, que des événements organisés par les conseils régionaux, par Activer le changement, par Affaires mondiales Canada, tout ça ont donné des occasions très fructueuses de créer des nouveaux projets et de semer quelques graines prometteuses. Cela dit, il y a eu des contraintes qui ont été identifiées. Donc, premièrement, le fait de bâtir et de maintenir des collaborations et des partenariats, ça prend du temps, de l'énergie. Les relations demandent des ressources, de temps et d'énergie. Donc, ça peut être difficile pour des petites organisations d'entreprendre ce type de partenariat. Et ça peut aussi amener des sources de friction autour du partage des ressources. Et donc, les bourses sont déjà assez limitées et le fait de réfléchir à comment diviser le financement de façon équitable, ça peut être difficile. Spécifiquement, lorsqu'on parle de financement par appui, comme je le disais, le type de financement général qui est obtenu lors de bourses, c'est très difficile et rare. Et donc, décider comment est-ce qu'on alloue ces bourses dans un partenariat, ça peut être difficile. Prochaine diapo.
Maintenant, en matière d'innovation, la première chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est un risque. L'innovation, c'est un risque. Et pour les organisations qui doivent composer avec des dons et des relations précieuses avec leurs bailleurs de fonds, parfois, l'innovation, c'est juste trop risqué. Mais lorsque les bailleurs de fonds sont mobilisés et sont motivés à prendre ces risques, alors là, il y a beaucoup plus d'avantages. Alors, les organisations ont mentionné que les plans de financement gouvernementaux pour l'innovation offraient un modèle merveilleux pour l'avancement de ce type de développement. Prochaine diapo. Donc, ici, on parle de l'engagement du public. Donc, les répondants ont noté le rôle crucial des PMO en matière de mobilisation du public, c'est-à-dire de juste avec la création d'occasions d'apprentissage, des occasions d'échange à propos des thèmes de la collaboration internationale, de la coopération internationale. Et donc, il a été mentionné que les PMO jouent un rôle crucial là-dedans, puisqu'ils sont situés dans les communautés canadiennes ainsi que dans des communautés à l'étranger. Et donc, cela crée un environnement relationnel et personnel qui peut être partagé avec le public. Et souvent, c'est ça qui peut vraiment ancrer et canaliser l'intérêt chez les gens, beaucoup plus que les données. Et donc, avec cela en tête, on voit ici les réponses du sondage. Les PMO ont répondu assez positivement par rapport à leur effort de mobilisation du public lorsqu'on leur demandait si votre organisation interagit avec succès avec le public général sur les enjeux de développement. Alors, la majorité ont dit, ouais, je suis quand même assez d'accord. Maintenant, tous les sujets dont je viens de parler, il y avait des aspects positifs et moins positifs. Et donc, les participants ont aussi mentionné que même si les Canadiens et Canadiennes sont intéressés dans les enjeux internationaux, il y a quand même le fait qu'une compréhension peut parfois être un peu superficielle, désuète, et ça peut être assez difficile de profiter de cet intérêt initial pour le transformer dans un engagement réel avec la scène internationale. Et donc, il y avait ce sentiment auprès des répondants-répondantes qu'il y avait un besoin urgent de s'assurer que le public canadien obtenait une meilleure compréhension et appréciation pour les enjeux très complexes qui sont représentés dans le secteur de la coopération internationale. La technologie dans cet espace peut être un effet à double tranchant. Donc, d'un côté, ça a la capacité, le format virtuel nous permet d'obtenir une plus grande audience, mais comme on le sait, la technologie, c'est aussi des sources qui poussent, qui tirent notre attention et ça peut être autant plus difficile aujourd'hui d'obtenir l'attention des personnes parce qu'il y a une surcharge d'informations et de stimulation. Et maintenant, la dernière section du rapport, comme je le disais, s'attarde aux réalités variées du domaine des PMO. Et bien que différentes PMO auront leurs propres expériences, il y a deux grandes lignes que nous avons pu identifier. Donc, premièrement, la taille de l'organisation et son affiliation. Et donc, pour parler premièrement de la taille de l'organisation, on peut s'entendre pour dire que la définition canadienne d'un PMO est très large et généreuse. Donc, c'est une définition assez permissive, beaucoup plus que d'autres pays que nous avons étudiés. Et donc, l'une des choses que nous avons identifiées, c'est qu'il y avait quand même des grandes organisations entre les moyennes organisations et ce qu'on nomme les micro ou petites organisations d'un autre côté. Et donc, d'un autre côté, du côté des petites organisations, on a trouvé qu'il y avait plus de flexibilité, qui est plus en relation intime avec les contextes locaux. Il y avait beaucoup plus d'accent mis sur la relation dans leur travail, mais ils n'avaient pas nécessairement les bénéfices des organisations médium, qui, elles, ont plus de ressources, plus de capacités et donc sont mieux situées ou positionnées pour obtenir du financement gouvernemental, faire une vérification générale, répondre aux exigences fiscales, etc. Donc, nous avons trouvé qu'il y avait quand même des distinctions importantes entre ces deux types d'organisations. Maintenant, en matière d'affiliation idéologique, nous avons parlé avec des représentants de PMO chrétiennes qui nous ont beaucoup parlé des avantages clairs de leur affiliation. Donc, ils ont identifié qu'ils pouvaient utiliser leur affiliation religieuse pour pouvoir vraiment gagner accès
à l'accès immédiat de nombreux bailleurs de fonds. Donc, il y avait énormément de personnes à qui parler de leur travail et à qui solliciter des dons. Donc, c'était vu comme étant un grand avantage. Et comme on peut voir ici dans les sondages, on a demandé aux organisations s'ils étaient d'accord avec cet énoncé. Donc, il y a une grande variété de sources de financement durable qui sont accessibles à mon organisation et sans aucun. Donc, toutes les organisations religieuses étaient donc, la plupart des organisations non religieuses obtiennent beaucoup plus de financement que celles basées sur la religion. Ensuite, les organisations religieuses ont identifié le fait que lorsqu'on travaille à travers différents clivages culturels, on peut utiliser la religion comme étant un pont ou une façon de mettre des idées en commun. Mais de l'autre côté, on a remarqué que de plus en plus au Canada, il y a un courant de plus en plus séculaire, athéiste et non religieux. Et donc, ça devient quand même un enjeu et les organisations donc religieuses doivent trouver des façons de contourner ou d'adresser cette nouvelle problématique-là. From the report. Obviously, I didn't cover everything. There's a lot more Et donc information. voilà, je vous ai présenté les grandes lignes du rapport. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce rapport spécifiquement sur le Canada, mais au cours de l'ensemble du rapport, il y a aussi des comparaisons très intéressantes et éclairantes entre l'environnement PMO canadien et d'autres pays lorsqu'on peut regarder les pros et les avantages et désavantages de différentes pratiques. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous avez le temps. C'est supposé servir d'outil à n'importe qui travaille en coopération internationale au Canada. Et j'espère aussi que ce rapport pourra nous aider à contribuer à l'avancée du secteur. Donc, j'espère que vous apprécierez d'en lire le rapport. Merci beaucoup, Heather, pour cette présentation captivante et pour aussi votre grand effort de rédaction et votre soutien incroyable à ce processus. Ça a été très précieux. Merci beaucoup. Et maintenant, sans plus attendre, nous avons quelques panélistes qui sont ici avec nous. Nous avons un manque de temps. C'est une petite séance et donc on veut entendre parler de leurs expériences, mais aussi on veut entendre vos questions et commentaires. N'hésitez pas à nous les partager dans la boîte de clavardage, mais aussi n'hésitez pas à aller utiliser le Padlet, le tableau collaboratif blanc pour qu'on puisse collaborer ensemble en ligne et on pourra toujours revenir sur cette discussion. Les membres de notre équipe sont toujours disponibles pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous. L'équipe de Activer le changement est quand même ici pour soutenir le secteur et les PMO. Donc maintenant, je vais demander à Ian, Jen et Denis de se présenter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un petit moment et je vais demander je vais en fait poser une question initiale et je vais vous demander de vous présenter avant de répondre à la question. Et donc, on irait peut-être Ian, Jen et Denis. Et donc, je vais demander la question suivante. D'après vous, qu'est-ce qui vous interpelle beaucoup lorsque vous avez lu le rapport, donc selon votre perspective unique? D'abord, Ian. Oui, merci beaucoup. Ici, Ian Pringle. Je suis directeur de la programmation pour Farm Radio International. Et donc, je devrais déjà vous dire que dans le continuum de la radio, Farm Radio serait une grosse organisation du secteur des petites organisations de secteur intéressant de lire le rapport. En lisant le rapport, ce qui m'a frappé à titre de directeur de la programmation, c'était toutes les notions d'engagement du public et le rôle que l'engagement du public joue. C'est toujours un facteur important dans la création d'un environnement favorable. Le rapport était fascinant et j'ai découvert énormément de nouvelles informations, mais la partie sur l'engagement du public était très intéressante pour moi parce que je trouve que c'est un facteur vraiment essentiel de la création d'un environnement favorable aux PMO. Et ce n'est pas seulement une question de financement. Je crois que ça attire souvent notre attention lorsqu'on parle des PMO et c'est tout le temps une question cruciale. Mais au-delà de la question du financement, il y a une pertinence, une légitimité qui est démontrée par une base tangible de personnes qui soutiennent notre travail au local et à l'international. Et ça, je crois que c'est important. C'est important pour que les organisations en tant que telles, mais c'est important aussi de pouvoir
démontrer qu'il y a un soutien, un mouvement de soutien à la coopération internationale. Lorsque je pense aux partis politiques qui sont souvent très réfractaires à s'impliquer dans ce domaine parce que ce n'est pas un sujet très populaire dans les cycles électoraux. Souvent, c'est souvent l'inverse. Et donc, cette impression d'avoir un soutien public pour la coopération internationale, c'est très important. Et peut-être peut-être que c'est même quelque chose qui manque au point où, à certains stades, peut-être on devient un peu cynique. On se demande, mais OK, mais est-ce que ça importe à quelqu'un le travail qu'on fait au Canada? On sait que c'est le cas pour certaines personnes et des fois, on se demande si le public lui-même se sent mobilisé. Des fois, j'ai envie de confronter un peu cette idée de l'engagement du public, où est-ce que des fois, on a l'impression de parler au public, mais en fait, on parle à son propre public et aux personnes qui sont déjà de notre côté. Et peut-être que ça, c'est quelque chose à confronter et à réfléchir lorsqu'on réfléchit à l'engagement du public aujourd'hui. Mais bien sûr, ça fait partie d'un environnement favorisant pour les PMO. Et maintenant, à titre de personne qui a déjà travaillé pour des organisations intergouvernementales, c'est quelque chose d'important pour moi, mais je crois que ça reste encore un enjeu. Merci beaucoup, Ian, pour cette perspective intéressante. C'est vrai que c'est très flagrant, cette question de comment contribuer à un environnement favorable avec ces questions. Merci de votre intervention. Et maintenant, je vais passer la parole à Jen, qui, je crois, aura une perspective intéressante sur quelque chose qui a déjà été un sujet brûlant pour tout le monde qui travaille dans le secteur, que ce soit, en fait, c'est la question de la localisation. Et donc, j'aimerais qu'on puisse aussi s'attarder à ces mécanismes qui soutiennent notre secteur et qui n'ont pas nécessairement été ajustés à notre compréhension mouvante de notre monde, de notre rôle dans ce monde et des façons dont nous interagissons avec la réalité. Donc, j'aimerais que Jen, tu nous parles de pratique versus réalité lorsqu'on travaille avec nos partenaires locaux. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Ici, Jen. Je travaille avec l'organisation à but non lucratif située en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Je suis en Tanzanie en ce moment, c'est la nuit ici et je dirais aussi que nous sommes une petite PMO. Nous sommes parmi les plus petites du secteur et donc c'est de cette perspective-là que je parle et je crois que ça leur a que ça joue un rôle dans la façon dont on approche les enjeux et les obstacles. Et moi, je veux parler de décolonisation des approches en aide internationale. Donc, il s'agit de faire transitionner les sources de pouvoir du pays implantant au pays qui reçoit l'initiative de manière à ce que la communauté puisse être impliquée. Dit la femme blanche qui vit en Tanzanie. Bon, je sais que c'est ironique, mais la réalité de l'effort de localisation avec une organisation à but non lucratif qui obtient du financement d'un pays riche, rapidement, on est frappé par de nombreux enjeux. Et Heather en a parlé un petit peu, mais les systèmes administratifs qui soutiennent les fonctionnements des OGN, eh bien, les banques, les CA, ces systèmes et tous ces systèmes canadiens n'ont pas déjà été adaptés à des situations de PMO dans des petits pays à faible revenu avec un directeur et directrice non canadienne. Donc, ça soulève la question, est-ce qu'une directrice africaine peut ouvrir un compte en banque ou peut avoir les droits de gestion sur un compte canadien sans nécessairement demander une lettre d'approbation formelle ou le soutien direct d'une institution canadienne. Et quiconque travaille à l'international sait comment ça fonctionne. On ne peut pas attendre pendant des mois à avoir une réponse. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec WhatsApp? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de canaux de communication plus directs qui pourraient nous aider à prendre des décisions rapidement pour obtenir des procurations et pouvoir obtenir le droit de gérer nos propres fonds?
et on a parlé de régulation et de taxation, mais souvent, les politiques dont nous parlons prennent pour acquis qu'on est situé au Canada, mais quand on parle de localisation et de partenariats locaux, ce n'est pas la perspective appropriée. Encore une fois, ça aussi, ça a été mentionné, mais en termes de financement, les coûts en ressources humaines, les bénévoles, lorsqu'il s'agit de personnes qualifiées, ils sont super aidants, mais ce ne sont pas des solutions à long terme ni durables et spécifiques en termes d'implantation de projets spécifiques, sans mentionner le fait que les employés du Canada ne devraient pas être les personnes qui implantent des projets dans un pays. Il y a des enjeux d'écarts salariaux importants entre les équipes canadiennes et les équipes internationales. Et donc, il y a la question du financement limité qui est disponible et qui cause des enjeux de disparité de salaire. Et je crois que je serai peut-être un peu controversée ici, mais le financement sans limite pour les initiatives de fluidification des procédés. Et donc, je crois qu'on ne peut pas imposer des perspectives ou des standards canadiennes sur un contexte tanzanien, par exemple, ou dans un autre contexte africain. Il faut pouvoir travailler avec le système local. Donc, par exemple, si on veut qu'il y ait une présence gouvernementale à un événement, eh bien, il y a un frais de participation ou sinon, ils ne viendront pas. S'ils doivent voyager, vous devrez payer leur transport. Ils doivent être nourris, abreuvés, avoir des permissions, des permis. Et donc, nous devons interagir avec le système local du pays. Et si on veut le faire dans une façon efficace, il faut payer quelqu'un pour que ce soit fait pour nous. C'est un peu comme un frais de facilitation et c'est juste comme ça que ça marche. Et si on ne s'engage pas avec ces mécaniques, alors il y aura des douzaines de demandes ridicules pour des paiements, pour des factures qui doivent prendre lieu pour pouvoir faciliter le projet. Et si ça ne marche pas, le projet est délayé et il n'y a rien qui marche. Donc, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on arrive à opérer dans les systèmes locaux où on implante le projet et les systèmes canadiens doivent reconnaître ça, prendre ça en compte et ne pas simplement avoir une approche de « Oh mon Dieu, c'est pas comme ça que ça marche ». Il faut être en mesure d'observer comment ça marche dans le pays local et trouver des façons d'opérer dans ces processus. Et donc, ce que je dirais en gros, c'est qu'il faut décoloniser notre approche, ce qui veut dire qu'il faut changer la façon dont on réfléchit au financement, à l'implantation de politiques. Il faut embaucher les institutions, les compagnies, les organisations à changer leur mode d'approche, à être plus flexibles et à accommoder les besoins des personnes qui ne sont pas au Canada et qui veulent peut-être obtenir du financement canadien, mais qui ne sont pas au Canada et qui ne peuvent pas réagir aux mêmes normes et régulations parce qu'ils sont dans un autre pays. Et donc, cette flexibilité n'est pas présente en ce moment dans le secteur, mais alors pas du tout. Du moins de mon expérience à moi, c'est ce que j'observe. Merci beaucoup, Jen, pour cette présentation. C'est très, très intéressant d'entendre votre perspective puisque vous naviguez ces défis dans une base quotidienne dans votre travail et nous apprécions vraiment beaucoup votre position et nous apprécions que vous puissiez nous exposer des défis et des positions différentes. Et comme on le mentionne dans le rapport, c'est une question d'expérience incarnée et les façons dans lesquelles nous parlons de ces enjeux et la façon dont nos systèmes doivent refléter ces enjeux. Alors, il y a un manque de connexion, il y a un manque de cohérence et donc merci de l'identifier. Il y a certaines façons et certains mécanismes qui ont aidé à aborder cette question. Je vais passer au français. De moyens possibles pour contribuer à un environnement favorable ici, chez nous. Et Denis, j'espère que ça va pour ce moment. Est-ce que c'est possible? Pourriez-vous nous dire comment certains mécanismes et pratiques de financement qui sont uniques au Québec ont contribué à un environnement favorable pour les PMO au Québec? Merci, Rachel. Je suis Denis Côté, analyste des politiques à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. Contrairement à mes deux collègues juste avant, moi, je ne travaille pas dans une petite ou moyenne organisation sur le terrain, mais plutôt dans une association qui regroupe
beaucoup de petites et moyennes organisations et aussi des grandes. Donc, je suis à la COSI depuis 7 ans et j'étais dans une association similaire, Coopération Canada, avant ça pendant 6 ans aussi. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cet environnement-là, mais à partir de la perspective d'une association. Oui, donc pour la question de l'environnement favorable, effectivement, au Québec, on a quand même la chance, contrairement à la majorité des autres provinces, déjà d'avoir un ministère des Relations internationales, donc le MRIF, qui est le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui permet à beaucoup de petits et moyens organismes et autres de recevoir un peu de financement là, donc, au niveau provincial. Puis je dirais qu'il y a évidemment, il n'y a jamais rien de parfait, mais il y a quand même des éléments qui sont favorables pour les petits et moyens organismes. J'en nommerai 3 en particulier. D'abord, la relation, en fait, de collaboration entre les gens qui travaillent au ministère et les organismes de coopération internationale au Québec. Évidemment, la taille du ministère est beaucoup plus petite qu'Affaires mondiales Canada, donc on ne parle pas du même nombre de fonctionnaires, d'employés, mais ce sont des gens aussi qui sont en poste souvent depuis longtemps, contrairement donc Affaires mondiales Canada, il y a plein de gens extraordinaires, mais la roue tourne beaucoup et donc quand on commence à connaître quelqu'un, il change de poste. Les relations sont parfois c'est plus difficile peut-être d'avoir une relation où on se comprend bien, des fois entre les personnes au ministère et les organismes. Ce qu'on a la chance d'avoir quand même au Québec, même avec la COSI, on a même la COSI et le ministère ont même co-géré des programmes ensemble. Pour ceux qui connaissent le programme Québec sans frontières, qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Donc, c'était co-géré par le ministère et par la COSI. Nous avons des rencontres d'équipes conjointes à chaque année. On se voit beaucoup et il y a beaucoup de consultations du secteur, mais de vraies consultations, c'est-à-dire dans le sens où on voit vraiment que les commentaires, les suggestions des organismes de coopération sont vraiment pris en compte et ça se reflète dans les politiques, les programmes qui sont par la suite mis en œuvre par le ministère. Donc, cette relation-là est importante. Les 2 autres points, je dirais, il y a la question du financement à la mission. Donc, suite à une de ces consultations-là, justement, le ministère a réorganisé ses programmes. On avait auparavant un programme spécifique pour les projets, un programme spécifique pour l'éducation, ce qu'on appelle, nous, l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et maintenant, ça a été refondu en un seul programme qui s'appelle le programme Nouveau Québec sans frontières, mais qui est une forme de financement à la mission, si vous voulez, et qui permet aux organismes de proposer un ensemble d'activités qu'ils aimeraient faire sur une période donc, de 3 ans. Alors, ça permet une certaine prévisibilité dans le financement et aussi, je pense, une assez grande flexibilité. Donc, si on voit que si on avait plusieurs projets ou activités en tête, il y en a une qui ne fonctionne pas, on peut plus facilement, je pense, réorganiser nos activités avec le financement qui est disponible. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est un élément là, qui est facilitant pour les organismes. Et le troisième point, je dirais, pour finir, donc c'est aussi, il y a un financement qui est, pendant longtemps, on avait un financement spécifique pour l'éducation à la citoyenneté mondiale, quelque chose qu'on a perdu il y a longtemps au Canada, mais qui existe encore au Québec. Et il y a vraiment une volonté de financer pour les OCI là, ces activités-là. Et donc, c'est beaucoup mis en valeur par le MRIF. Et je regardais donc sur 23 organismes qui ont été financés là, dans le volet sur 3 ans du programme le NQSF. C'est 20 organismes sur 23 qui reçoivent du financement pour spécifiquement faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, c'est 87 % des organismes qui ont reçu du financement. Alors, il y a vraiment une volonté donc d'appuyer les organismes dans ce type d'activité-là. Évidemment, la chose qui est moins favorable, c'est que, comme je le disais au début, le financement est beaucoup, beaucoup moins élevé. Donc, ce sont des petites sommes souvent, mais qui permettent quand même aux petits organismes de pouvoir fonctionner. Mais bon, évidemment, je pense que les organismes pourraient faire encore plus si on arrivait à relever un petit peu le plafond du financement accordé à tout le monde. Et ça pourrait permettre de financer d'autres groupes aussi. Au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de groupes
d'organismes de coopération internationale et plusieurs qui ne reçoivent pas du tout de financement. Donc, évidemment, il y a des éléments très favorables, mais évidemment, on aimerait que plusieurs autres puissent en profiter également. Oh, merci, Denis. Yeah, so just reflecting on that as well. Oui, donc, juste pour faire du pouce sur ce que vous faisiez, sur ce que vous disiez, tous ces facteurs qui permettent un environnement favorisant, c'est intéressant parce que les points de comparaison dans le rapport identifient la façon dont le soutien pour l'engagement du public, la citoyenneté internationale, l'éducation et tout ça, c'est en fait essentiel à la création d'un soutien continu pour la coopération internationale en général. Et donc, il y avait un exemple de comparaison, je crois, entre la Hollande, où il y a eu un changement de paradigme, où beaucoup du financement a été octroyé à l'éducation sur la citoyenneté mondiale et l'engagement du public, mais le soutien pour ce type d'initiative a décliné et on a observé qu'il y a l'intérêt national qui a décliné aussi pour ce type de secteur. Et donc, comme vous le mentionniez, je crois que oui, nos collègues hollandais ont vraiment identifié le changement systémique autour de la coopération internationale et ils ont pu voir comment ça a eu un impact sur le soutien populaire pour le type de travail en coopération internationale. Donc, c'est un peu un enjeu à plusieurs branches et vous avez pu en parler brièvement. Donc, merci beaucoup de votre temps, de vos perspectives. Il nous reste que quelques minutes ensemble, donc je vais prendre le temps de remercier chaque personne pour sa participation ici aujourd'hui. Je suis profondément reconnaissante pour les participations de Andrea et Heather qui ont mené ce processus extraordinaire pour moi dans la dernière année à titre de directrice du programme Activer le changement. Merci profondément à chacune des personnes qui sont avec nous et nous vous rappelons aussi que nous vous encourageons à participer à notre tableau blanc participatif en ligne. Nous aurons aussi un prochain rapport sur une étendue de 5 ans et comme toujours, nous vous encourageons vivement, vous, membres de notre communauté, à participer à l'élaboration de ce rapport. Nous avons un conseil de consultation à notre conseil local, mais nous voulons commencer dès maintenant. Donc, si vous aimeriez participer à ce dernier tableau participatif virtuel, on aimerait que vous nous partagiez à quels enjeux vous réfléchissez en ce moment dans votre travail, qu'est-ce que vous croyez qui devrait faire l'objet de davantage de recherche à l'avenir. On aimerait beaucoup entendre parler de vos idées, vos initiatives. Merci énormément à tous et toutes pour votre temps, votre attention, votre énergie et merci énormément à notre équipe de recherche incroyable menée par Andrea, la rédaction sans faute et la présentation incroyable que Heather nous a donnée et beaucoup de gratitude à Ian, Denis et Jen qui se joignent à nous à travers différents pays du monde, à différentes zones horaires. C'est vraiment une démonstration de la beauté de la collaboration. Merci beaucoup à tous et toutes. On vous souhaite une excellente fin de journée et merci d'avoir été ici. N'oubliez pas de lire le rapport. C'est vraiment c'est notre bibliothèque de ressources en ligne. Merci beaucoup à tous et toutes. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.